Hugo, bonjour Nicolas, je suis ravi de vous recevoir dans ce format hors série de course épique qui est réalisé en collaboration avec Brooks. L'idée de nos échanges aujourd'hui est de permettre aux auditeurs du podcast de découvrir et de tout comprendre de l'envers du décor de ce qu'on appelle le développement produit dans l'univers du running et du trail. Quelles en sont les principales étapes, les parties prenantes, notamment la place des athlètes du team dans cette approche collaborative, le cycle de développement d'un produit, le rôle clé de l'innovation et de l'importance de rester constamment en éveil sur les tendances du marché, la concurrence. Bref, un bien joli programme pour le premier de ces 3 épisodes hors série qu'on va traiter ensemble avec Brooks. Avant d'entrer dans le cœur de notre passionnant sujet du jour, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots l'un et l'autre à nos auditeurs qui se lancent en premier? Nicolas Martin, 36 ans depuis quelques jours. Je suis trailer élite, on va dire, depuis une dizaine d'années. J'ai commencé la course à pied à 15 ans à peu près, après une carrière modeste de footballeur. Et j'ai arrêté le foot parce que j'avais une passion plus pour la chasse. Et donc du coup, c'était peu compatible avec le foot au niveau des matchs. Et du coup, je suis venu à la course. Romain, c'est ça, dans le foot. Donc pour la chasse, c'est plus compliqué, c'est ça, ouais. C'est ça. Et du coup, pour la course à pied, c'était vraiment le principe que c'est un sport très facile à pratiquer quand on veut, à n'importe quelle heure. Et du coup, j'ai pratiqué de manière très loisir, même si je courais presque tous les jours jusqu'à l'âge de 24 ans. Et puis, j'avais, comme la plupart des coureurs qui ont quelques résultats, des prédispositions pour ça. Donc, je me suis impliqué un peu plus à partir de l'année 2010. Et puis j'ai un petit peu grandi là-dedans en tant que sportif, mais aussi en tant qu'homme, on va dire. Et avec peut-être le meilleur résultat de ma carrière, c'est vice-champion du monde en 2016. Et maintenant, meilleur résultat pour l'instant en carrière. Pour l'instant. Après, je pense qu'il y a une partie de moi aussi, avec l'âge, qui évolue vers d'autres choses que performer à tout prix. Donc voilà, j'ai une telle passion pour le sport que je pense que je peux rester performant sans avoir cette volonté de performance à tout prix, mais voilà, j'ai aussi conscience que peut-être mes meilleures années sont derrière moi, mais ça m'empêche pas de donner le meilleur moi-même, comme ce sera le cas jeudi sur l'OCC. Et toi, Hugo? Bonjour, Hugo. Moi, aucune prédisposition de mon côté pour le sport. Du coup, j'ai décidé d'avoir une carrière un peu différente, mais de m'orienter vers une carrière du professionnel du monde du sport, donc de développer des produits, de participer à la création de l'offre de produits. J'ai 34 ans, ça fait maintenant 4 ans que je travaille pour Brooks. Et ça fait une dizaine d'années que je travaille dans l'industrie comme chef de produit, maintenant merchandiser pour l'Europe chez Brooks. Donc j'habite aux Pays-Bas, ça fait 4 ans maintenant que je réside aux Pays-Bas. Déménagé là-bas avec ma femme, mes enfants, et on s'y plaît beaucoup. C'est un peu moins de montagne que dans l'Isère ou ici en Haute-Savoie, mais une qualité de vie qui est juste géniale. Et puis il y a un boulot qui est très intéressant, donc à travailler avec les designers, avec les développeurs, avec le siège américain à Seattle, pour essayer vraiment de développer l'offre produit en trail, mais en route également, qui soit la plus cohérente, la plus adaptée aux consommateurs, aux détaillants, et essayer de plaire au plus grand nombre. Nicolas, pour en revenir un peu sur ton parcours, tu dis de toi-même que ta progression elle a été lente mais régulière. La patience, c'est aussi qui est une approche très structurée et rigoureuse de ta pratique. C'est les piliers fondateurs, tu penses, du développement d'une carrière et puis pour pouvoir durer? Oui, tout à fait. Ce que j'aime aussi, moi, dans le sport, c'est cette notion dans un monde un peu de l'instantané. Dans le sport, ça marche pas. Il faut s'impliquer pendant longtemps. Je dirais que la plus grande qualité du sportif, c'est peut-être la patience et la passion. Parce que les résultats viennent en travaillant régulièrement. Après, il y a aussi, alors c'est très personnel, mais de la valeur aussi aux athlètes qui durent. Je pense en particulier au moment où on enregistre à Ludo Pomeré qui va probablement gagner la TDS. Je suis admiratif parce que quand tu sais les sacrifices que c'est, rester aussi longtemps à haut niveau, c'est aussi ce qui pour moi est très important. Ça reflète aussi cette passion. Tu peux pas juste le faire pour des raisons de briller aux yeux des autres sur des motivations intrinsèques. C'est vraiment des motivations qui sont profondes et voilà, après chacun trouve son chemin de vie et moi je l'ai trouvé un peu dans le sport et voilà, c'est presque plus facile maintenant pour moi de m'entraîner dur parce que ça fait complètement partie de mon mode de vie ou par rapport au début où je le faisais plus avec des motivations extrinsèques et du coup il y avait des fois c'était plus dur parce que tu le fais pas vraiment pour toi. Aujourd'hui j'aime même pas dire que c'est difficile, il y a de l'inconfort, mais finalement c'est aussi un choix. Donc quand c'est dur, selon le mental que tu as ce jour-là, tu vas plus ou moins loin dans la douleur. Et si tu es sur des motivations qui te sont propres, voilà, si c'est cette motivation ce jour-là, tu vas un peu moins loin que d'habitude, mais c'est pas ce qui est le plus important.
Ton rôle de référent et d'entraîneur, est-ce qu'il sert aussi ton quotidien de coureur et ton développement de carrière? Est-ce que ça t'apporte des choses ou est-ce que c'est à côté finalement et ça vient en complément? Non, c'est très lié. L'une des premières choses que m'a dit mon entraîneur, Patrick Bringer, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est tout ce qui n'est pas transmis est perdu. Et moi, c'est vraiment un petit peu ça, c'est transmettre ma passion aux plus jeunes, mais aussi à des gens, parce qu'on a la chance dans le trail de pratiquer un sport où il y a vraiment toutes les communautés. Alors, j'aime pas trop employer le mot élite, mais on va dire les coureurs aux avant des courses, mais aussi le simple finisher qui vient vraiment juste avec l'envie de boucler le parcours. Et c'est vrai que je travaille avec des gens de tout niveau et c'est vrai qu'il y a cette expérience de l'élite, mais il y a aussi accompagner les gens dans un projet de sport et vraiment mettre le sport au service de la vie et pas la vie au service du sport, ce qu'on peut voir parfois dans certains sports de très haut niveau. Est-ce que vous avez l'un et l'autre un projet sportif à moyen ou long terme que vous rêvez d'accomplir, une course, un défi que vous chérissez qui serait en quelque sorte votre Graal, que ce soit du trail, mais ça peut être autre chose? Est-ce que vous avez un rêve, un défi un peu fou qu'un jour, pas forcément demain, mais vous aimeriez réaliser? Moi, ce qui me plaît beaucoup dans le sport, c'est ce côté se dépasser, aller plus loin, dépasser ses limites, pardon. Comme tu le disais, il n'y a pas que les sportifs élites, il y a aussi un peu le peloton, etc. Et à mon niveau, à mon humble niveau, ce serait de pousser plus loin en cyclisme sur la longue distance. Donc aller au-delà de mes résultats ou de mes plus longues sorties que j'ai fait, à essayer de voir un peu comment l'esprit et le corps sont en symbiose, passant les 500, les 600 km. Donc ce serait un peu ça. Je manque un peu de temps, mais il faudra trouver un moment, le temps pour s'entraîner et puis accomplir cela. Nicolas? Pour moi, qui suis un très piètre nageur, j'aimerais bien faire l'Embrunman. Dans mon esprit, c'est pour mes 40 ans, donc ça s'approche un petit peu. Il va falloir commencer à aller un petit peu à la piscine, surtout que là, je pars très très loin. Donc voilà, alors le vrai défi, ce serait sortir de l'eau, parce qu'après, voilà, le vélo et de la course à pied, ça devrait aller. Mais ouais, c'est un peu la mecque du triathlon. C'est un Ironman plus. Ouais, c'est un Ironman de montagne. En plus, c'est quand même quelque chose qui est pas très très éloigné de chez moi. Je suis allé suivre plusieurs fois. Puis ça sera un petit clin d'œil aussi à mon entraîneur Patrick Bringer qui a fait, il me pardonnera de ne pas me rappeler, mais un nombre de fois assez important, je dirais près d'une dizaine de fois l'Embrunman et avec des podiums à la clé. Donc ouais, j'aimerais bien me lancer ce défi-là, mais pour ça, il va falloir aller un petit peu à la piscine. À contre-cœur, donc on l'a compris. Ouais, je pense que je vais prendre du plaisir à force d'y aller, mais c'est comme toute activité, quand tu débutes, c'est dur, tu prends pas de plaisir, donc faut passer ce cap, mais comme dans la course à pied ou dans d'autres sports, du début où il n'y a pas beaucoup de plaisir, mais après il y en aura, et puis quand il y a un défi, on est un peu obligé d'y aller parce qu'il faudra nager 3 km 8 le jour de la compète si je m'inscris. Le vélo, ça t'impressionne moins? Non, le vélo, je fais 5-7 000 km par an dans ma préparation pour le trail. Donc, dans le vélo ou la course à pied, m'inquiète pas trop, mais la natation, oui, plus. Hugo, il voudrait faire un 1000 km à vélo avec toi, il vient de nous dire. Plat, pour avoir une chance. Un jour. Non, mais ce serait sympa aussi. Est-ce que tu te commets aujourd'hui comme défi, vraiment aller chercher ces moments où tu es très épuisé physiquement et c'est vraiment le mental qui te porte. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas dans ma pratique du trail pour le moment parce que je sais qu'à l'entraînement, c'est pas trop ce que j'aime faire. Mais bon, j'ai aussi le rêve quand même de boucler l'UTMB un jour. Donc voilà, après ça, c'est plus, je pense, accessible. Il suffit que je fasse une course pour pouvoir prendre le départ de l'UTMB. Mais enfin, je dis pas que je vais le finir, mais je pense que c'est possible de le faire et ça sera moins l'inconnu que d'aller faire un Ironman, par exemple. Hugo, on va parler un peu plus maintenant de ton parcours professionnel. Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Donc, ton profil LinkedIn nous dit que toi, que tu es IMEA Footwear Merchandiser. Est-ce que c'est l'intitulé exact de ton poste aujourd'hui? Et puis, est-ce que tu peux surtout nous éclairer sur cet intitulé qui est un petit peu énigmatique et puis nous donner à voir principalement et rentrer un peu plus dans le détail des missions qui sont les tiennes et ton champ d'action? C'est le bon titre. Donc, tout d'abord, c'est le bon titre. Après, on a beaucoup de titres dans l'entreprise en anglais. On est une boîte internationale. Le siège est à Seattle. Donc, il y a ce côté un peu anglicisme ou anglo-saxon souvent qui domine. Mais oui, grosso modo, IMEA veut dire Europe, Middle East, Africa. Donc ça englobe... La zone que tu couvres. Ça englobe toutes les zones qu'on couvre. Après, on a une forte domination de l'Europe occidentale. Donc France, Angleterre, Allemagne, Italie et Espagne qui sont nos marchés dominants. Mais on a aussi des distributeurs qui, effectivement... distribuent nos produits aux Émirats ou en Afrique du Sud ou dans l'Europe de l'Est. Donc on couvre vraiment tous ces territoires-là.
Après, mon travail, grosso modo, est de faire le lien. On décrit ça un peu comme étant les yeux et les oreilles du territoire européen vis-à-vis du siège américain. Donc notre équipe de développement, de designers, de chefs de produits se trouve à Seattle. Et donc il y a beaucoup d'interactions qui existent entre mon rôle et leur boulot au quotidien. Donc c'est de comprendre les besoins, comprendre les attentes, faire des retours de la part de nos athlètes ou de nos détaillants ou de nos représentants dans la boîte en interne pour essayer vraiment. Donc c'est vraiment bilatéral, il n'y a pas une logique de les États-Unis qui vous coordonnez ce que déploient les États-Unis. Vous avez la capacité de faire remonter et de converser et puis d'avoir une remontée très concrète sur vos marchés, les spécificités des marchés, les retours athlètes locaux aussi. Exactement, donc il n'y a pas... tout le monde se nourrit de tout le monde. On l'a dit un peu juste avant, mais c'est vraiment un échange, c'est vraiment une question d'apprendre les uns des autres. Nos besoins en Europe sont un petit peu différents de ceux des Américains. Leur pratique est un peu différente et donc on essaye de travailler à l'unisson pour plaire d'un point de vue global. Donc c'est pas une tâche facile en termes de coloris, en termes d'attentes techniques, en termes de besoins techniques sur les produits, mais on essaye au mieux de répondre aux attentes à la fois de nos athlètes, mais aussi du coureur lambda qui va ne courir qu'une seule fois par semaine et qui a besoin d'être satisfait dans ses chaussures. Donc c'est vraiment cet équilibre-là qui est parfois un peu dur entre des besoins très techniques, très pointus d'un athlète qui va nous dire « il faut me la faire cette chaussure avec 30 grammes de moins », quand le coureur lambda qui va faire 10 ou 15 kilos de plus aura besoin lui de ces 30 grammes en plus. Donc comment on arrive à allier le besoin ultra technique, ultra pointu à un usage quotidien pour monsieur et madame tout le monde ou quelqu'un qui fait l'UTMB mais à un niveau un peu plus modéré, si on peut dire. Si quelqu'un qui fait l'UTMB a un niveau modéré, on s'entend. Tu as très vite aspiré à travailler dans le sport, tu nous l'as dit. Est-ce que plus particulièrement, qu'est-ce qui t'appelait vers la partie produit? Qu'est-ce qui t'intéressait? Je vais citer un philosophe très, très célèbre, mais la vie est faite de rencontres. Et en fait, c'est un peu au gré des stages, au gré des études, au gré des petits premiers boulots que ce qui construit une carrière en fait. Et j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui m'ont aidé à trouver ma voie, à m'aiguiller, à me donner une première chance, une deuxième chance, parfois faire des erreurs, mais à nous les accepter ou à nous aider à progresser sur nos erreurs. Et c'est un peu comme ça que le chemin s'est construit. Après, c'est dès le plus jeune âge, donc comme beaucoup d'enfants, je voulais être footballeur professionnel et je me suis assez vite rendu compte que le Père Noël n'existait pas et qu'il fallait juste trouver une autre voie pour travailler dans le sport, être au contact de ce milieu-là qui est un milieu fantastique, convivial, etc. Et au quotidien, c'est vrai que c'est un plaisir de bosser sur quelque chose qu'on aime, qui nous plaît, qui nous motive, où on trouve où on résout des problèmes pour des gens qui nous sont proches ou qui nous sont chers. J'espère qu'on n'a pas d'auditeurs de moins de 7 ans qui ont découvert aujourd'hui que le Père Noël n'existait pas à cause de toi, Hugo. Est-ce que tu peux nous raconter plus particulièrement pourquoi tu as choisi de rejoindre Brooks? Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet? Donc il y a 4 ans, j'habitais à Annecy. Alors il y a des gens qui vont trouver que je suis fou, mais donc j'habitais à Annecy. On m'a proposé ce poste-là à Amsterdam. Donc quitter un coin reconnu comme étant un des plus beaux en France, un des plus sympas pour le sport, etc. Et à ce moment-là, dans notre vie avec mon épouse, on cherchait une autre chose, vivre une expérience, être à l'étranger, se mettre un peu comme un sportif, être un peu challengé sur notre vie. Donc on a fait ce choix-là en sachant ce qu'on laissait, mais en allant vers une forme d'inconnu. Mais après, ce qui m'a plu dans le projet de Brooks et qui m'a fait prendre cette direction, c'est finalement le côté run happy, le côté on fait des choses sérieuses, mais on ne se prend pas au sérieux. C'est vraiment un très bon équilibre et qui permet de vraiment partager des valeurs, d'être très inclusif, donc c'est un terme un peu à la mode, mais d'essayer d'aider tout le monde juste en étant actif, donc juste en marchant le matin ou le midi pendant sa pause, etc., à trouver un meilleur équilibre dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, physiquement, mentalement. Donc tout ça est un peu interconnecté et ça m'a vraiment permis de m'accomplir aussi et de trouver un poste où les responsabilités sont venues très vite et où il y avait un côté très familial dans l'entreprise, ce qui est toujours le cas, où on est une petite communauté du détaillant, du représentant qui va aller voir des détaillants jusqu'à l'athlète ou au PDG qui va venir cette semaine. C'est très convivial, tout le monde est plus ou moins au même niveau, tout le monde arrive à se traiter d'égal à égal et c'est quelque chose qui est vraiment très plaisant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu constates aujourd'hui comme enjeu actuel sur le marché en termes de produits et puis les principaux challenges, notamment pour Brooks? Quelles tendances tu as observées et puis quelles convictions tu t'es forgées sur ce qui se dessine pour ces prochaines années, notamment dans le trail?
Alors, c'est un marché très concurrentiel. Il y a beaucoup de marques. Tout le monde veut être dans les meilleurs magasins, chez les spécialistes, chez les grossistes qui font plus de volume. Et c'est vrai que c'est génial d'être face à ce challenge-là, de devenir une marque qui passe de petite marque niche connue par les spécialistes et les coureurs réguliers à une marque qui devient finalement un acteur majeur du milieu. On grossit aux États-Unis comme en Europe. Et on a vraiment maintenant c'est une forme de pression aussi de se dire on peut plus se permettre d'avoir des problèmes qualité, on peut plus se permettre d'avoir des problèmes de livraison. On se doit, en tant que marque professionnelle qui est engagée, qui veut plaire et parler au plus grand nombre, d'être très, très pointu dans tout ce qu'on fait finalement. Est-ce que c'est l'innovation, la principale réponse justement dans ce marché qui est particulièrement mouvant, dynamique et tu l'as dit, ultra concurrentiel, c'est ça la clé ? L'innovation, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Donc, c'est ancré dans notre héritage de travailler avec des athlètes, de les écouter et de travailler bien en amont. Donc, quand on parle aujourd'hui en août 2022, on travaille déjà sur des produits et des technologies de 2025-2026, comme le font l'ensemble des marques, mais on a aussi besoin, malgré cette perspective très à long terme, de réussir à offrir des gammes à court terme. Donc, on est toujours à cheval sur 3-4 saisons, 3-4 années de développement simultané. Et là, si on regarde 2025-2026, c'est parce qu'il y a justement des contraintes sur la partie production. En fait, c'est le cycle de production qui justifie de voir aussi loin, en fait, d'anticiper. Donc, on est obligé d'anticiper avec nos fournisseurs, avec nos prestataires, avec nos collaborateurs pour trouver les solutions de demain, trouver les innovations qui nous apporteront un avantage concurrentiel sur le marché. Donc le fait que le marché soit si concurrentiel est bénéfique pour le consommateur parce que ça oblige tout le monde à ne pas se reposer sur ses lauriers, ne pas attendre avec une technologie pendant 3-4 ans que les clients se lassent de nos technologies. Donc on est obligé, année après année, mois après mois, jour après jour, de vraiment s'engager au quotidien, de trouver des solutions pour les coureurs, de leur apporter ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, il y a plusieurs grosses tendances qui immergent dans le marché. C'est les plaques de carbone sur la route, c'est un impondérable, c'est quelque chose de très important. Les mousses, c'est plus réactives, plus légères, plus dynamiques, mais tout aussi durables. Donc ça, c'est vraiment dans la route une grosse influence. Nous, chez Brooks, après, on a cet ancrage route qui est très important et on essaie de le transposer aussi sur le trail. Donc ça veut dire toutes ces innovations qu'on a apportées ces dernières années, DNA Love V3, qu'on lance là sur la Caldera ces derniers mois, le DNA Flash, des plaques intégrées dans nos semelles, etc. Tout ça est avec une vision trail, mais avec un ancrage route, avec des savoir-faire qu'on a construits et qu'on a développés sur la route. Donc il y a des marques qui sont plus montagne, d'autres qui sont plus trail, d'autres qui sont plus route. Nous, notre héritage est très clairement plus sur la route. Donc on a à trouver ce bon équilibre entre investir sur la route, mais aussi ne pas oublier le trail. Donc c'est un équilibre qui est pas toujours évident en interne dans l'entreprise, mais l'Europe est le territoire où le trail est le mieux ancré pour nous. Donc l'Europe est aussi un vecteur important de changement dans l'entreprise pour être sûr qu'on amène des innovations, des produits nouveaux, des solutions pour les trail runners au quotidien. Est-ce que tu peux nous donner une idée du séquençage et des différents départements qui contribuent de l'idée à la chaussure ? Comment se construit ce cycle de façon très concrète ? Donc, on parle beaucoup de triade dans les entreprises. Donc, ça veut dire le cœur du réacteur, en quelque sorte, c'est le chef de produit, le designer et le développeur qui travaillent à l'unisson pour vraiment, à partir d'un brief, à partir d'une idée, à partir d'un positionnement de produit, arrive à développer le bon design, donc la bonne esthétique, la bonne valeur perçue du produit, combinée avec les bonnes matières qui seront durables, qui seront assez légères, qui seront assez protectrices en fonction des besoins et du brief initial. Donc le brief, c'est vraiment l'idée que quel est le besoin, quelle est la solution, quel est le problème qu'on résout pour le consommateur. Et après, aux designers, aux développeurs de trouver les bonnes solutions, les bonnes techniques, les bons procédés industriels pour apporter une solution et répondre aux questions initiales du chef de produit. Donc c'est vraiment comme ça que ça marche. Et après, s'agrège tout autour de nombreux métiers. Donc les coloristes, les responsables matières, les merchandisers, donc en partie mon rôle, donc, où on essaye d'apporter après les derniers 10%. C'est-à-dire quelle sera la bonne couleur, quelle sera la bonne esthétique, quel sera le bon prix, quelle sera la bonne date d'introduction du produit. Est-ce qu'on le lance en janvier ou on le lance en juin ? Tous ces éléments-là sont fondamentaux pour apporter une offre complète de A à Z
de l'idée initiale jusqu'au développement final et au produit sur l'étagère du magasin. Donc c'est un cycle qui peut prendre entre 18 et 24 mois, généralement, entre la première idée sur le papier à un produit sur l'étagère. Donc c'est généralement 24 mois de développement, d'industrialisation, de logistique aussi, pour s'assurer que les produits soient sur les bateaux en provenance des usines pour le lancement commercial à une date définie. Quelle est aujourd'hui l'implication des athlètes comme Nicolas sur le développement des produits ? En quoi est-ce essentiel ? Et puis est-ce que c'est une validation finalement absolue que le produit sera adapté pour le marché ? Donc aujourd'hui, nos chefs de produits essayent d'être au plus proche des athlètes. Donc par exemple, on a notre chef de produit qui est basé à Seattle, aux États-Unis, dans notre siège, qui a passé tout l'été en Europe. Donc il est venu depuis la fin du mois de juin jusqu'à la 7 semaines de l'UTMB pour vraiment comprendre les réalités de notre marché européen, que ce soit pour le coureur lambda qui fait un petit trail de 5 km par semaine, celui qui s'engage à s'entraîner pour son premier marathon du Mont Blanc ou son premier ultra en allant à 60-70 km, comme ceux des athlètes. Donc son objectif était vraiment de s'imprégner comme une éponge, un peu de voir, de percevoir, d'entendre les retours des athlètes et vraiment considérer ces retours pour le développement produit. Donc aujourd'hui, on développe des nouvelles chaussures pour 2023, 2024, 2025 avec les athlètes. Et donc il a passé beaucoup de temps à aller à Sierzinal, venir au Marathon du Mont Blanc ici, encore une fois cette semaine, pour discuter, écouter, partager, passer des moments sur les trails aussi, sur les chemins, pour essayer vraiment de voir dans quelle utilisation sont utilisés les produits, sur quel type de terrain, et à quelle vitesse, etc., pour vraiment être à l'écoute des besoins des athlètes. Après, il faut essayer de combiner ça avec un besoin réel sur le marché. C'est-à-dire, est-ce que les athlètes veulent une chaussure à 150 grammes ? Je prends un exemple assez générique. Est-ce que ce sera bénéfique pour un coureur ou pour la distribution ? Est-ce que les magasins sont prêts à vendre une chaussure de 150 grammes ? C'est une question qui est aussi dans son rôle d'essayer de démêler le bon du mauvais ou le pour du contre pour essayer d'avoir la meilleure architecture de gamme. Donc c'est là où nous, à l'Europe, on essaye vraiment d'impliquer les athlètes pour être sûr que les besoins seront... On trouvera des solutions pour leurs besoins pour des courses de courte distance ou de moyenne ou de longue distance, mais également que ces besoins-là correspondent aux attentes des coureurs qui vont faire la même course, mais avec 8 ou 10 heures de plus. Nicolas, toi, c'est assez central d'avoir cette capacité aussi à échanger beaucoup, à faire tes remontées. Enfin, comment est-ce que tu vois, toi, ton rôle et cet échange avec Brooks, notamment sur la partie développement produit ? Et puis, quel est peut-être plus globalement votre mode de collaboration tout au long de l'année ? Comment est-ce que vous opérez ensemble ? Clairement, pour le coureur, la chaussure, c'est l'élément principal. Donc, il faut des produits qui répondent à nos besoins. J'aurais tendance à dire que le principal problème, il est surtout, on va dire, sur les courtes distances, puisque plus on va monter en distance et plus, par exemple, le produit adapté pour le 20 km chez le coureur lambda sera peut-être le produit que va utiliser un athlète élite sur un format de 40. Donc, souvent, le problème, moi j'ai vu ça dans plusieurs marques, c'est souvent le produit pour les courses courtes, style course en montagne, où là on est vraiment dans le fait d'essayer de gratter un petit peu de poids sur les chaussures. Et je rejoins complètement ce qu'il dit, c'est compliqué d'avoir un produit de niche pour quelques centaines d'athlètes dans le monde. Et est-ce qu'il va trouver forcément preneur sur le marché ? C'est pas toujours garanti. C'est pour ça que ma conviction personnelle, c'est que sur ce type de besoin, on peut plus utiliser, à mon avis, des visions qui sont issues d'autres sports comme le ski, par exemple, où voilà, le ski qu'utilise Alexis Pinturo, c'est pas le ski qui est proposé au grand public. On peut faire deux produits qui se ressemblent beaucoup, dans le ski, c'est ça. Mais par contre, on met pas les mêmes choses dedans, parce que le ski d'Alexis Pinturo, si on le met à un skieur lambda, il fait pas un virage. Et chez le coureur, c'est pareil. Est-ce qu'il faut une chaussure à 160 grammes pour un coureur qui dit moi je vise le championnat du monde ou le championnat d'Europe de course en montagne, et en fait si la chaussure elle fait que la course, c'est pas grave, mais ça c'est un produit que tu peux pas vendre sur le marché. Donc il faut trouver un juste équilibre. Pour revenir à Brooks, moi j'ai trouvé en arrivant chez Brooks qu'il y avait vraiment des produits, pour moi la qualité numéro 1, je pense que ça c'est important sur le marché global, c'est des produits qui vieillissent bien, qui ont une bonne durabilité. Après il n'y avait pas forcément les produits les plus légers du marché, et ça je pense que c'est vraiment le premier retour qu'ont fait un petit peu les athlètes pour essayer de développer ça. Et
Et là, on travaille pas mal sur une chaussure un peu pour les courtes distances où il y a beaucoup de retours, on échange beaucoup. Moi, j'étais très agréablement surpris parce qu'en venant d'une autre marque, c'est un souhait qu'on avait émis et ça a mis beaucoup de temps à émerger avant que ce soit un peu plus concret. Et là, c'est tout de suite, ça a été mis en place. Ils ont fait des gros efforts pour sortir un produit qui répondait un petit peu sur ce besoin-là en utilisant les différents composants qu'ils avaient sur d'autres produits. Et ça a donné déjà un produit, moi, que je trouvais relativement abouti. Donc voilà, c'est l'échange. Après, c'est aussi intéressant, je pense, pour un athlète d'échanger. La difficulté qu'on va un petit peu avoir, nous, en tant qu'athlètes européens, c'est que voilà, c'est un petit peu long à remonter parce que les produits doivent être développés aux US. Mais c'est vrai que le fait que le chef produit soit venu en Europe, je pense qu'il aura aussi une vraie vision du terrain sur lequel on court parce qu'il y a vraiment cette différence pour ceux qui connaissent un petit peu la culture du trail, des courses quand même plus roulantes globalement aux US. Si on met un peu de côté une Speed Goat ou une Hard Rock, voilà, la course un peu phare aux US qui est la Western, sont des courses quand même roulantes. Et globalement aussi avec quand même des terrains qui sont moins abrasifs, souvent plus des chemins, même s'il y a du dénivelé, donc les besoins sont pas les mêmes. Et c'est vrai que sortir le même produit qui convienne autant au marché européen qu'au marché américain, c'est quand même un challenge pour la marque à chaque fois. Mais après, en tant qu'athlète, il y a ce qu'on attend, il y a aussi, c'est important pour moi, est-ce qu'on se sent écouté ou pas, parce que voilà, c'est pas facile de sortir un produit abouti pour tous les athlètes, parce que chacun a des besoins différents. Mais par contre, rien que le fait déjà de sentir une marque qui écoute ses athlètes, on va aussi être beaucoup plus impliqué pour dire, si je passe X heures à développer mon produit, à écouter vraiment les besoins, les ressentis que je note à chaque sortie, ce qui se passe. Si en face, je sens que c'est pris en compte, j'aurai un peu plus de volonté et d'implication là-dedans. Juste pour rebondir là-dessus, un des éléments très intéressants des athlètes, c'est aussi le volume d'entraînement qu'ils ont. Donc on a beaucoup fait ça aux États-Unis, d'utiliser des athlètes pour faire vieillir les chaussures plus vite qu'un coureur conventionnel et lambda. Donc quand monsieur Jean ou Jacques peut faire 200 km au mois ou 300 km au mois, un athlète peut le faire en une semaine. Donc c'est là où le bénéfice est vraiment intéressant aussi, c'est de pouvoir tester très rapidement la durée de vie d'un produit et voir s'il a des défaillances, s'il a des défauts, s'il a des points d'usure rapides qui mettront à mal notre commercialisation du produit. Hugo, est-ce que tu peux nous parler de vos récentes innovations et puis de celles qui arrivent donc pour les saisons? En tout cas, est-ce que tu peux dire qu'il n'est pas secret défense? Je ne voudrais pas qu'il t'arrive des histoires. Moi non plus, a priori. Mais non, en fait, là, ce qu'on lance cette semaine et ce mois-ci avec Brooks, c'est la Caldera, donc la Caldera 6, qui est une chaussure qu'on a depuis 5-6 ans en gamme, mais qui n'a jamais trouvé son réel positionnement. C'était lié à du positionnement pur, mais aussi à un manque de technologie pour apporter la solution qu'on souhaitait apporter. Donc là, avec l'introduction du DNA Love V3, qui est notre nouvelle mousse qu'on utilise aussi sur une glycérine, donc sur la route, qui est infusée à l'azote, on apporte vraiment beaucoup de moelleux, beaucoup de protection, tout en étant relativement léger. Donc ça nous permet d'augmenter le stack, donc la hauteur de semelle, pour apporter encore plus d'amorti, encore plus de confort pour des longues distances. Donc c'est vraiment ça notre gros lancement cette saison commercialement. Mais après, ce sur quoi on travaille, c'est une des difficultés, c'est qu'on doit constamment renouveler nos gammes. Donc c'est une demande client, c'est une demande détaillant de travailler, quand on sort la Cascadia 16, de travailler sur la 17, une fois que tu lui présentes la 17 à des détaillants, d'être déjà en train de travailler sur la 18. Donc on travaille toujours un peu à l'aveugle, sans avoir réellement de retour client sur nos produits. Donc en ce moment, on travaille sur la Cascadia 17, sur laquelle on va faire encore une grosse révolution. Elle est déjà portée par des athlètes depuis plusieurs mois pour faire ce qu'ils appellent des FKT, donc Fastest Known Time, donc des records sur des ascensions ou des routes célèbres aux États-Unis. En off, en gros. En off, exactement. Elle sera portée cette semaine aussi par certains athlètes pendant la semaine de l'UTMB. On a ça qui est dans les tuyaux. On a aussi une Catamount 2 qui est très attendu par les consommateurs, donc on a un peu perdu le fil avec le Covid qui a eu beaucoup d'impact sur nos développements de produits, etc. Et la Catamount 2 arrive finalement dans quelques mois en magasin, donc dans 4-5 mois, où on apporte à nouveau la mousse DNA Flash, donc qui est très légère, très rapide, qui conviendra parfaitement de 30 à 80 km, avec une chaussure très réactive, très légère. Donc on travaille sur une gamme qui est
assez restreint de 4-5 produits, mais on essaie d'apporter, comme ça a été mentionné, des produits qui sont encore plus légers, donc des besoins d'athlètes. On avait un produit qui manquait sur le format courte distance, donc de 15, on va dire, à 45 km. Et là, on travaille en tout cas, on a eu les 2 premiers jeux d'échantillons, de prototypes qui sont arrivés pour des formats plus courts, donc des chaussures qui se rapprochent des 200 grammes, qui apportent vraiment une plus-value de poids, mais tout en apportant ce très bon équilibre entre réactivité, légèreté, confort et durabilité, qui est un élément toujours un peu central dans notre recherche, parce que si on a des produits très beaux, très fonctionnels, mais qui cassent au bout de 100 km, c'est ni bon pour la planète, ni bon pour le coureur, ni bon pour le détaillant, ni bon pour nous en tant que marque. Donc on essaye toujours d'avoir cet équilibre très instable et très compliqué à atteindre. Nicolas, on enregistre cet épisode dans le cadre de l'UTMB Mont-Blanc à Chamonix. Est-ce que c'est un endroit dans lequel tu prends particulièrement plaisir à venir ? Oui, la vallée de Chamonix, ça reste une des plus belles vallées de France. Moi, à titre personnel, qui vit quand même dans un coin, entre guillemets, un petit peu reculé du Sud-Isère, il y a un peu trop de monde, mais bon, voilà, après, les paysages sont juste exceptionnels. La ferveur qu'il y a sur la semaine de l'UTMB, c'est, je trouve, moi... quelque chose quand même d'assez exceptionnel dans la planète trail. J'ai eu la chance d'arriver une fois en vainqueur et une fois sur un podium sur les courses de Chamonix, même si c'était il y a quelques années, ça reste dans les plus beaux souvenirs de course, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on revient ici. Et puis je trouve la date vraiment sympa aussi. On a la fin de l'été, donc on a souvent passé beaucoup de temps en montagne, donc c'est aussi l'aboutissement un petit peu de la préparation estivale. On prend beaucoup de plaisir, et puis c'est quand même l'événement incontournable du milieu du trail aujourd'hui. Après, à titre très personnel, mais ça n'engage que moi, c'est pas la course qui me fait le plus vibrer, mais ça c'est lié à mon histoire personnelle. Moi je ressens plus de choses quand je fais les Templiers par exemple, mais c'est vraiment parce que c'est la première course de trail que j'ai vue de ma vie. C'est la course qui m'a fait dire moi je vais faire du trail et un jour je veux gagner cette course, parce que j'avais vu Thomas Laure-Blanchet à l'époque remporter la course. Et mais ça, c'est chacun son itinéraire de vie. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens qui découvrent le trail le découvrent souvent en suivant les courses de Chamonix. Cette année, c'est diffusé sur l'équipe, il me semble OCC, l'UTMB. Donc ça, je pense, passer encore un cap au niveau de la médiatisation grand public. On le voit cette semaine, l'effervescence est vraiment là. Et on n'est que en début de semaine. On n'est qu'en début de semaine, et le retour à la normale, croisons les doigts, mais est vraiment là. Et c'est vraiment agréable de voir autant de gens, autant de passion, autant d'émotions qui sont partagées autour du sport, et un sport où les valeurs sont très très fortes. Donc c'est ça qui est vraiment fabuleux aussi, de voir autant de joie, de sourires, etc. qui sont partagés dans les rues de Chamonix. Nicolas, cette grande fête du trail mondial, on l'a dit, c'est aussi l'occasion de retrouver les autres athlètes internationaux du team international Brooks qui sont venus en nombre. Est-ce que vous avez des relations qui sont suivies avec certains à l'année ? Est-ce que c'est plutôt sur les courses, que c'est des points de passage où vous vous retrouvez et vous donnez des nouvelles ? Comment ça se vit au quotidien ? Moi, personnellement, j'ai changé de marque l'année dernière pour venir chez Brooks. C'est vraiment cette vie de groupe, le fait d'avoir vraiment un team, parce qu'on entend parler de team dans toutes les marques, mais des vrais teams où on se rassemble régulièrement dans l'année, il n'y en a pas tant que ça. Souvent, c'est plutôt des coureurs qui portent les couleurs d'une marque. Mais chez Brooks, il y a vraiment cette envie aussi, moi qui arrive plus vers ma fin de carrière, aussi de partage. Et c'est vrai que d'être au quotidien avec un team qui est globalement jeune, donc avec des coureurs qui sont plus ou moins expérimentés, mais à qui on peut transmettre, c'est vraiment sympa. Pour les coureurs internationaux, il y a toujours un petit peu la barrière de la langue qui est un petit peu compliquée, surtout pour les Français. On n'est quand même pas toujours très à l'aise dans les langues étrangères. What do you mean ? Donc du coup, mais par contre, c'est vrai qu'on a la chance de passer là tout le week-end ensemble. Et puis avec le recul, je me rends compte aussi que pendant une partie de sa carrière, souvent on a tendance à pas bien vivre ces moments parce qu'on est trop focus sur sa course, et du coup on a du mal à profiter du avant. Et moi finalement je vais courir jeudi sur l'OCC, mais c'est le stress lié à la course, je vais l'avoir peut-être un tout petit peu le soir en me couchant, mais je vais bien dormir, et puis un petit peu au départ, et puis finalement presque pas, et c'est juste du bonheur. Et du coup ça me prive pas aussi de vivre tout ce qu'il y a à côté, avant la course, après la course. Et puis ici, ce qui est quand même toujours sympa, c'est que peu importe ton résultat, il y a toujours quelqu'un que tu connais, qui est un copain, qui va réussir
sur l'une des courses, donc c'est toujours beaucoup d'émotions. L'an dernier, j'avais fait une OCC, j'avais terminé 6e en n'étant pas complètement abouti, en ayant une course difficile. Et puis le lendemain, j'ai un de mes meilleurs copains, Thibaut Garivier, qui gagne la course, que je suis allé voir au milieu de la montagne. Et donc du coup, c'est toujours une semaine avec laquelle tu repars avec beaucoup d'émotions, et des fois presque plus en suivant les autres, parce que quand tu es coureur, tu sais si ça va bien se passer ou pas bien se passer, parce que c'est toi, tu maîtrises. Alors que quand c'est le copain qui court, tu vois qu'il est en tête, mais tu dis est-ce qu'il va encore l'être au prochain passage? Et finalement, moi j'ai plus d'émotions presque sur une ligne d'arrivée en voyant Thibaut qui arrive que quand moi j'arrive, et même si j'arrive en gagnant, je pense, parce que toute la descente de la Flégère, par exemple, je vais me dire je vais gagner, je sais que je vais gagner, alors que quand ton pote il arrive, tant qu'il n'a pas franchi la ligne, tu sais pas est-ce qu'il va avoir des crampes, un truc, et ça c'est aussi pour ça qu'on regarde du sport. Moi je suis fan de sport de manière générale, c'est pour vivre des émotions avant tout, et vivre tout simplement la course, le résultat. Voilà, on sait qu'on sait courir pendant 55 bornes pour une OCC, mais c'est tout ce qui est autour qui donne du sens. Faut faire attention quand même dans la dernière descente de la Flégère à pas se faire la cheville, même si on sait qu'on va gagner. Ouais, Jamais baisser la garde. Tout à fait, mais je dirais que les émotions les plus fortes, quand tu as la chance d'être en tête ou sur un podium d'une grande course comme ça, c'est plus à l'approche, quand tu sais que normalement ça peut plus trop t'échapper, ou c'est presque là que l'émotion monte le plus. Alors faut essayer de la contenir, parce que c'est pas toujours bien quand tu commences à avoir la chair de poule et que tu es encore à 10 bornes de l'arrivée. Ça, je pense, surconsomme aussi du glycogène et compagnie, mais c'est quand même des fois des moments, je sais, quand tu sais que tu te dis là ça va le faire, c'est quand même des fois presque plus fort que quand tu arrives. Après tu es plus dans le partage avec les autres quand tu arrives sur la ligne, et des fois moi, quand j'ai fini 3e de la CCC, je n'ai même plus trop de souvenirs tellement j'étais au bout de moi-même. J'ai l'impression que j'avais tapé dans les mains des gens pendant 20 secondes, puis quand tu regardes la vidéo ça dure 5 minutes quoi. Donc c'était assez particulier, mais ouais, c'est toujours, et puis aussi partager, et pas avoir de pression, parce que bon, comme je dis, c'est que de la course à pied. Au pire, tu cours pas aussi bien que ce que t'attendais, mais il y a rien que le fait d'être au départ. Moi qui étais blessé cette année, tu te rends compte que courir en fait dans la montagne, c'est une chance immense qu'on profite pas toujours quand on est valide, et quand tu peux plus faire, tu fais ouais, mais en fait juste courir dans la montagne c'est génial. Donc là, en lien avec ça, est-ce qu'il y a une ambition particulière sur ton ECC cette année? Est-ce que ça reste de principalement prendre du plaisir, aller au bout et puis faire au mieux? J'ai repris l'entraînement le 15 juillet, donc ceux qui connaissent un peu l'entraînement se doutent que je suis pas à 100% de mes capacités. Après, j'ai la chance d'avoir quelques années d'entraînement derrière moi, donc souvent ça revient un peu plus vite que quand tu es un jeune athlète. Donc du coup, je me sens plutôt bien physiquement. D'ailleurs, bon, moi ça m'intéresse pas non plus d'aller courir si j'avais repris depuis 15 jours, je pense que j'aurais pas forcément couru. Aussi parce que malgré tout, et la banalisation des distances, ça reste extrême de courir 55 km et 3500 mètres de dénive. Donc il faudra pas que je cours dans avec les mêmes ambitions que l'année dernière. Il faudra être plus sage. Après, je pense que si je suis sage pendant les 2 premières heures, il y a moyen de faire une course honnête. Et puis après, le résultat, il dépend aussi des autres qui ont le droit d'être bons, voire très bons, voire excellents. Et voilà. Et après, faut franchir la ligne en ayant dit j'ai donné le meilleur de moi-même. L'an dernier, j'ai eu des crampes très tôt, donc physiquement ça avait été très dur, mais par contre mentalement c'était une de mes meilleures courses de ma carrière, parce que malgré d'être pas du tout dans ce que je m'attendais à vivre, j'ai su rester impliqué mentalement du début à la fin, et presque de passer la ligne en me disant mais j'étais capable de courir aussi vite malgré le fait d'avoir eu des sensations physiques très moyennes. Et c'est aussi ça qu'on vient chercher, cette capacité de dépassement de soi dans le sport, à tous les niveaux. Alors nous, on a la chance, quand on est un athlète élite, de s'entraîner beaucoup, et donc de pouvoir vraiment pousser ce curseur physique très loin aussi. Mais le curseur mental, je pense que tout le monde peut le pousser très loin. Alors faut pas basculer dans ce qu'on voit des fois avec le mental, je peux tout. Non, si ton corps n'est pas pris quand même à courir, il va y avoir des problèmes. Mais vraiment, je trouve ce qui se passe dans ta tête, gérer ces émotions négatives, positives pour tirer le meilleur de soi-même, c'est ça, moi, qui me motive aussi à continuer à faire de la compétition, parce que il y a quand même un dossard, il y a un objectif, alors que quand tu le fais tout seul chez toi, quand ça devient très dur, tu peux toujours dire bon allez, j'avais prévu de faire 6 heures, mais là je peux couper et je rentre. Alors que là, tu coupes pas, quoi, tu vas jusqu'à la ligne où tu abandonnes. Mais comme pour moi, l'abandon, à part blessure, c'est irconcevable en course. C'est ce que je viens chercher souvent sur les courses. Dernière question de cet épisode, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à titre personnel, et puis peut-être Hugo, toi dans le cadre de Brooks plus particulièrement? Du run à pied, je pense. C'est
Non, continuer à prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, continuer à prendre du plaisir au quotidien avec nos familles, avec nos activités sportives à nos niveaux respectifs. Et non, continuer à être heureux dans la vie, c'est le plus important. Au final, on ne vend que des chaussures, donc c'est anecdotique, j'aimerais dire. C'est secondaire. Ce qui est important, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait, de prendre du plaisir dans nos activités, dans nos challenges respectifs, dans notre quotidien pour continuer à s'amuser, à prendre du plaisir et à garder le sourire au maximum. Même chose, Nicolas. Ouais, exactement. Être heureux. L'une des premières questions souvent qu'on pose aux gens qu'on rencontre, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et je dirais que 90% du temps, les gens te répondent leur métier. Et moi, j'essaye de plus en plus de dire aux gens, moi, je suis heureux. Et c'est vraiment l'objectif. Alors, t'as fait quoi comme étude pour être heureux ? je pense que c'est plus un état d'esprit. Alors, faut être honnête aussi. C'est plus facile d'être heureux quand tu fais de la course à pied en tant qu'athlète professionnel que si tu dois aller travailler au fond d'une mine comme dans certains pays ou à l'usine. Faut être honnête là-dessus. Mais je pense qu'on mesure pas assez souvent se réveiller le matin et ce côté je suis en vie, je suis en bonne santé, et rien que ça déjà c'est fou. Et voilà, d'une certaine manière, quand il y a quand même rien de très grave dans la vie, pourquoi tu serais malheureux, quoi. Mais ça, c'est gérer ses émotions, c'est observer son ego quand il est un peu blessé. Et voilà, je dis pas que j'ai jamais d'émotions négatives, mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est que quand c'est négatif, et c'est la course, je dis souvent le sport, c'est la vie en accéléré, c'est que la petite émotion négative que tu as pendant une course, par exemple, si tu la mets pas tout de suite sous le tapis, elle peut conduire à l'abandon ou à vraiment ralentir. Et en fait, ça peut te servir en course tout de suite, faut la chanter. Et je pense que dans la vie de tous les jours, c'est aussi ça. Quand c'est un peu dur, faut essayer de reprendre, de regarder ce qui va bien dans ta vie, ce qui va bien dans la vie en général, et puis être heureux, sourire à la vie. Et globalement, quand on est capable de faire une course de trail, c'est qu'en principe, globalement, au niveau de la santé, ça va relativement bien. Donc le reste peut suivre assez facilement. En principe, c'est beaucoup un état d'esprit. Merci beaucoup à tous les deux. On est arrivé au terme de cet épisode hors série. Merci pour nos passionnants échanges qui nous ont permis de mieux comprendre les rouages et les enjeux du développement de produits et puis la contribution essentielle des athlètes comme Nicolas dans celui-ci. À très bientôt, messieurs. Nicolas, on t'envoie plein de bonnes ondes. À 8h15 jeudi matin, on sera avec toi par la pensée pour que tu ailles le plus vite et surtout le mieux possible entre Orsières et Chamonix. Merci encore pour nos échanges. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique. Ok, juste reparlez-moi un petit peu... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Tu as des enfants. Exactement. Ouais, ok. Exactement. Comment ai-je deviné ? Hop. Ok, super. Allez, c'est parti.